Mars 2026. Le Moyen-Orient n'est plus seulement le théâtre d'une guerre régionale, il est devenu l'épicentre d'une confrontation mondiale. Depuis le déclenchement des frappes massives des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, à la fin du mois de février, l'onde de choc a traversé les continents. Ce qui a commencé comme une campagne de bombardement pour neutraliser les capacités balistiques et nucléaires de Téhéran se transforme sous nos yeux en un test grandeur nature pour un nouvel ordre géopolitique. Aujourd'hui, de nouvelles puissances entrent dans l'échiquier. La Russie de Vladimir Poutine ne se contente plus d'observer, elle transfère son savoir-faire létal acquis en Ukraine directement aux forces iraniennes. À des milliers de kilomètres de là, la Corée du Nord de Kim Jong-un adoube publiquement le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, cimentant une alliance des parias face à l'Occident. Et face au spectre d'un effondrement de l'économie mondiale, l'Europe, menée par la France d'Emmanuel Macron, tente de déployer une armada navale défensive dans le détroit d'Ormuz, le couloir énergétique le plus vital et le plus dangereux de la planète. Voici comment, en l'espace de quelques jours, le conflit irano-américain a muté en une poudrière internationale. Pour comprendre la nouvelle résilience militaire de l'Iran, il faut regarder vers le nord, vers les steppes de Russie et les champs de bataille ukrainiens. L'alliance entre Moscou et Téhéran vient de franchir un cap critique. Selon des sources des services de renseignement occidentaux, la Russie fournit désormais à l'Iran des conseils tactiques spécifiques sur l'utilisation des drones. Depuis des années, l'Iran fournissait à la Russie ses redoutables drones kamikazes Shahed pour frapper l'Ukraine. La Russie allant même jusqu'à construire des usines géantes sur son propre territoire, dans la zone économique spéciale de Yelabuga. Aujourd'hui, l'ascenseur est renvoyé. La Russie enseigne à Téhéran comment pénétrer les défenses anti-aériennes occidentales dans le Golfe. Les stratèges russes partagent les méthodes de saturation développées en Ukraine. Des attaques en vagues massives où les drones volent en essaim, modifient régulièrement leur trajectoire et utilisent des leurres à bas coût pour épuiser les précieux missiles d'interception américains Patriot qui coûtent plusieurs millions de dollars l'unité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même alerté le monde, déclarant que la Russie a commencé à soutenir le régime iranien avec des drones et l'aidera certainement avec des missiles et la défense aérienne. Mais l'aide de Moscou va beaucoup plus loin qu'un simple partage de tactiques. Une révélation exclusive du Washington Post fait l'effet d'une bombe. La Russie transmet en temps réel à l'Iran des renseignements satellitaires ultra sensibles sur les positions exactes des navires de guerre et des avions américains déployés au Moyen-Orient. Dès les premières heures du conflit, ces données de ciblage ont permis à l'Iran d'ajuster ses frappes. Sont visés les navires de la redoutable flotte américaine, basée à Bahreïn, ainsi que des drones et avions de surveillance. L'impact est immédiat et redoutable. Avant cette aide russe, les mesures de brouillage et de furtivité des États-Unis aveuglaient partiellement l'Iran. Grâce aux coordonnées géographiques fournies par Moscou via des canaux sécurisés, la capacité de ciblage de Téhéran a été décuplée, comme l'illustre la récente attaque de drone qui a frappé un bâtiment tout proche du quartier général américain à Bahreïn. C'est un tournant historique. Pour la première fois depuis le début des hostilités, un adversaire nucléaire majeur des États-Unis participe, même indirectement, à la guerre. La Russie modifie l'équilibre des forces, cherchant à affaiblir l'influence américaine au Moyen-Orient, tout en évitant un affrontement direct qui mènerait à une guerre mondiale. Alors que les missiles pleuvent, le sommet de l'État iranien a été décapité. Le 28 février, les frappes massives israélo-américaines ont tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Le pays s'est retrouvé face au vide, géré temporairement par un conseil présidentiel intérimaire. Mais au sein de la République islamique, la survie du régime est la priorité absolue. Le 8 mars 2026, l'Assemblée des experts, l'organe clérical composé de 88 membres, annonce une décision unanime et expéditive. Mojtaba Khamenei, le fils du guide défunt, devient le troisième guide suprême de la révolution islamique. Âgé de 56 ans, Mojtaba est un idéologue de la ligne dure, intimement lié aux puissants gardiens de la révolution et au contrôle de la milice paramilitaire du Basij, l'outil de répression interne du régime. Bien qu'il ait été lui-même légèrement blessé dans les bombardements qui ont coûté la vie à son père et à plusieurs membres de sa famille, l'ascension de Mojtaba prouve que la machine de guerre iranienne peut fonctionner en pilote automatique. L'Occident voit rouge.
le président américain Donald Trump, qui avait exigé d'avoir son mot à dire sur la succession en Iran, qualifie immédiatement Mojtaba Khamenei de poids léger et se dit déçu, promettant que le nouveau leader ne pourra pas vivre en paix. Mais Téhéran n'est pas seul. Depuis l'autre bout du monde, une voix s'élève pour légitimer la nouvelle autorité iranienne, la Corée du Nord, dirigée par Kim Jong-un. Le mercredi 11 mars, par la voix d'un porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Pyongyang annonce officiellement son soutien. Nous respectons le droit et le choix du peuple iranien d'élire son guide suprême, déclare l'agence d'État nord-coréenne KCNA. Cette reconnaissance est assortie d'une attaque verbale d'une rare virulence contre Washington. Pyongyang dénonce fermement l'agression illégale des États-Unis et d'Israël, les accusant de détruire les fondations de la paix régionale et de mener des actes de banditisme. Ce n'est pas qu'une simple déclaration diplomatique. C'est le rappel d'une alliance stratégique forgée dans le sang et les sanctions. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1973, l'Iran et la Corée du Nord coopèrent secrètement sur leurs programmes de missiles balistiques et d'armement. Aujourd'hui, alors que l'Iran aide la Russie en Ukraine, des rapports font même état de l'envoi de milliers de travailleurs et de militaires nord-coréens en Russie pour aider à l'effort de guerre. Le triangle Pyongyang-Moscou-Téhéran est scellé. En soutenant le règne de Mojtaba Khamenei, Kim Jong-un envoie un message clair à l'Amérique. Les nations sous embargo forment désormais un front uni, résistant aux tentatives de renversement de régime. La guerre ne se limite pas à la politique ou à la diplomatie. Elle frappe au cœur même de l'économie mondiale. L'Iran a mis à exécution sa menace la plus terrifiante, la fermeture du détroit d'Ormuz. Ce goulot d'étranglement de seulement 34 km de large est la voie de passage d'environ 20 à 25% du commerce pétrolier mondial et d'une part cruciale du gaz naturel liquéfié. Fin février, les gardiens de la Révolution ont averti que tout navire tentant de le traverser serait pris pour cible. Résultat immédiat, le trafic naval mondial est paralysé, les primes d'assurance explosent et les prix du baril de pétrole Brent s'envolent bien au-delà des $100, menaçant l'Europe et l'Asie d'une crise énergétique et inflationniste sans précédent. Face à l'urgence, les pays de l'Agence internationale de l'énergie ont dû libérer en urgence 400 millions de barils de leurs réserves stratégiques. Face à l'impuissance et à la focalisation des États-Unis sur les frappes militaires offensives, l'Europe se doit de réagir. Et c'est la France qui prend la tête de cette riposte navale. Le 9 mars 2026, depuis l'île de Chypre, le président français Emmanuel Macron fait une annonce historique. Il déclare que la France et ses alliés préparent une mission navale internationale purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz. L'objectif ? Escorter les pétroliers et les navires porte-conteneurs pour garantir la liberté de navigation et la sécurité maritime. La posture française se veut ferme, mais prudente. Pas question de rejoindre l'offensive américano-israélienne. Macron précise que cette mission d'escorte débutera dès que la phase la plus intense du conflit se sera atténuée. Le ministre français de l'Europe, Benjamin Haddad, et la ministre des Armées, Catherine Vautrin, coordonnent déjà leurs efforts avec le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne pour bâtir cette coalition calquée sur le modèle de l'opération européenne Aspide en mer Rouge. Les moyens annoncés sont colossaux. Une présence sans précédent, affirme le président français. 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies et surtout le navire amiral de la flotte française, le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, déployé depuis la Méditerranée orientale jusqu'aux côtes d'Ormuz. Cette mobilisation est aussi une réponse directe à une agression caractérisée contre le territoire européen. Quelques jours plus tôt, des drones d'attaque iraniens ont frappé la base britannique de la RAF à Akrotiri, sur l'île de Chypre. La France a immédiatement répondu en déployant la frégate Languedoc et des systèmes de défense solaire pour protéger l'île. Le message de Macron est sans ambiguïté. Quand Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée. Cependant, la tâche qui attend la marine française et ses alliés européens est titanesque. Escorter des navires géants et vulnérables dans un détroit exigu, saturé de mines navales, sous la menace constante des missiles balistiques, des essaims de drones et des navires d'attaque rapides iraniens, est un défi opérationnel vertigineux. Le président du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a d'ailleurs rejeté sèchement l'initiative française, avertissant qu'il était peu probable que quiconque puisse assurer la sécurité à Ormuz
au milieu d'une guerre allumée par les États-Unis, balayant ainsi les tentatives européennes de neutralité. Pour l'Europe, le constat est cruel mais inévitable. La France découvre que défendre son indépendance énergétique et la liberté des mers nécessite de projeter une force militaire massive au cœur du chaos moyen-oriental. La Méditerranée orientale et le Golfe Persique ne sont plus des zones de transit lointaines, mais la ligne de front géopolitique de la survie économique de l'Union européenne. En mars 2026, la guerre entre l'Iran et l'axe américano-israélien a fait voler en éclats les anciennes certitudes. Le Moyen-Orient n'est plus une entité isolée. C'est l'arène où s'affrontent indirectement les grandes puissances de ce siècle. La Russie profite de l'opportunité pour rendre coup pour coup aux Occidentaux, en dotant l'Iran des tactiques et de l'intelligence satellite capables de saigner la puissance militaire américaine dans le Golfe. La Corée du Nord, saisissant l'occasion de consolider le front des États sous sanctions, apporte la légitimité politique immédiate au nouveau règne brutal de Mojtaba Khamenei. Et face à ce bouleversement mondial, la France et l'Europe se retrouvent contraintes de sortir de leurs réserves. Pour ne pas sombrer dans la paralysie économique mondiale, la coalition européenne devra s'aventurer dans les eaux minées du détroit d'Ormuz, espérant que son bouclier défensif suffira à maintenir en vie les artères du commerce mondial sans être aspiré dans l'abîme d'une guerre totale. L'ordre mondial tel que nous le connaissions n'est plus. Sur les cendres des frappes de février, une nouvelle guerre froide, complexe, technologique et navale vient de s'embraser.